Bonjour et bienvenue sur l'espace, sur la chaîne YouTube liée au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. C'est donc une idée un peu finaliste. Je viens de prendre conscience de ça en écoutant une vidéo sur laquelle on va travailler, une audio, je veux dire, une émission de France Culture avec philosophie consacrée à Schopenhauer et où Géraldine Mühlmann interroge Ghislain Waterloo et Arnaud François, tous les deux professeurs de philosophie, sur la relation entre Schopenhauer et Bergson. Et donc j'ai écouté ce podcast cette nuit et voilà, ça m'a donné envie de le commenter et de m'appuyer en fait sur cette émission, sur cette réflexion de deux professeurs vraiment émérites et très clairs, très voilà, comme tous les professeurs de philo en fait, bien souvent ils ont quelque chose d'extrêmement limpide dans leur façon d'expliquer, simplement parce qu'ils sont passionnés et passionnés par les philosophes qu'ils privilégient en fait, hein, sur lesquels ils travaillent, et en plus passionnés par la pédagogie, donc par l'envie de transmettre. Et ça se sent, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et voilà, il faut tout. Il me semble qu'il est nécessaire de bien montrer ce genre de, de qualité qui font que l'humanité, justement, évolue vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, c'est voilà, une perfection technique, évidemment, mais avec pour finalité une perfection spirituelle. Et une perfection spirituelle qui est le plus haut degré de la spiritualité que toutes les grandes religions et toutes les grandes mystiques, toutes les mystiques en fait, ont compris en somme, hein. C'est l'accession à l'état d'extase, à l'état de conscience supérieure qui nous met en relation avec le principe créateur, avec ce qui a mis en œuvre cette, cette création. Ce qui fait qu'il y a ces lois qui fait que le monde tient comme ça, que les planètes sont organisées comme ça, que la matière est faite sous cette forme, qui nous constitue également. Et donc ce principe créateur qui a non seulement fait ce monde, mais le constitue en même temps, selon moi, hein. Voilà. Et donc, toute ma théorie cherche à démontrer de façon rationnelle cette évolution vers cet état de perfection, cet état de fusion. Donc, un système totalement universel. Alors, évidemment, ça va prendre encore quelques siècles, et peut-être davantage, peut-être 1000 ans, qui sait. Mais on ne peut pas savoir combien de temps il va falloir pour que l'homme soit et, et atteint le degré de maîtrise totale de ses pulsions, de son désir de s'affirmer sur autrui. Combien de temps il faudra pour que l'humanité sorte déjà du système destruction-reconstruction qu'on voit à travers la guerre. Voilà, ça fait des milliers, des dizaines de milliers d'années qu'on fonctionne sous ce régime. Voilà, on détruit et puis on reconstruit, etc. C'est une façon de. Et puis c'est. Il y a
le désir de dominer l'autre. Donc ce désir, par contre, c'est clair que lorsqu'on va fonctionner de façon universelle, et on n'est pas très loin de ce moment-là, et je pense que on commence à rentrer au moins un orteil dans cette nouvelle perspective où nous allons être, euh, où nous allons fonctionner de façon universelle. On a construit toutes les structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc., etc. Toutes ces structures sont déjà construites, mais il faut du temps pour passer d'un système nationaliste, on va dire, où c'est des nations, c'est des groupes de nations, c'est des clans de nations en fait. Hein. On fonctionne un peu comme des meutes. Voilà, il y a la meute actuellement occidentale qui tient le monde et qui est en train d'être contestée et qui, on le voit bien, il va falloir qu'ils cèdent. C'est plus possible ce système de domination, même si les faucons occidentaux essayent de maintenir encore le cap là-dessus. On voit bien que, bon, peut-être ça tiendra 10, 20, 30, 40 ans, c'est possible, mais il y a, voilà, c'est voué à la fin de ça. Et espérons que ça ne soit pas pour faire passer un autre dominant, qui serait les BRICS ou les Chinois ou les... Bon, bref, que ça soit un autre système hégémonique qui s'impose. À mon avis, non. Parce que la maturité de la conscience est en train aussi de prendre un envol vers l'universel. Voilà. Alors, tout ça, c'est l'entrée en matière. Et donc, on va écouter ce podcast sur la série consacrée par France Culture à Schopenhauer, avec Bergson, la nature veut-elle quelque chose? Je lance le podcast, on l'écoute, et puis voilà, je commente et j'adapte à la théorie que je développe sur la mécanique universelle. .net. Allons-y. France Culture avec philosophie. Géraldine Mulman. Arthur Schopenhauer est à l'honneur dans Avec philosophie cette semaine. Nous ferons dialoguer le philosophe allemand du 19e siècle avec d'autres penseurs antérieurs ou postérieurs à lui. Premier épisode, Que veut la nature? Schopenhauer et Bergson. Que veut la nature? Schopenhauer a écrit sa grande œuvre, Le monde comme volonté et représentation, entre 1814 et 1818. Il y propose toute une vision de l'univers et en son sein de l'être humain, l'homme est fondamentalement volonté, ce qui semble sa spécificité. Mais peu à peu, dans ce livre même, Schopenhauer étend à la nature entière l'idée d'un vouloir, principe de vie, semble-t-il, dont l'humain ne serait peut-être qu'une expression. C'est un sujet délicat que je ne voudrais surtout pas simplifier et qui évoque un peu l'élan vital repéré dans la nature par Bergson un siècle plus tard environ. S'agit-il d'une intention, d'un plan de la nature, comme le dira Bergson pour finir dans son dernier livre de 1932, Les deux sources de la morale et de la religion, ou bien... Alors, un plan de la nature, c'est quand même, ça veut dire qu'il y a un plan prédéfini. Et moi, je suis pour cette vision, évidemment. Un plan prédéfini d'un principe créateur qui voulait que ça se passe comme ça se passe, qui voulait créer ce monde avec à un certain moment l'apparition de la vie, d'abord l'explosion de l'univers, donc la création du temps, la création de l'espace, la création des planètes, des étoiles, des galaxies, etc. Et puis à un certain moment, l'apparition de la vie sur une de ces planètes,
et puis l'évolution de la vie, la montée progressive vers un esprit supérieur, on pourrait dire, d'un esprit plus... Il n'est pas supérieur, c'est le même, mais disons qu'il monte à travers l'existence. Entre l'éponge et l'être humain, il y a une différence de constitution et d'expression de l'amour, en somme. Et donc, voilà, c'est que tout ça, c'était prévu. Et donc, moi, je suis proche de cette pensée-là, en fait. Bien, Schopenhauer, lui, n'ira jamais vers cette idée que Bergson semblait lui-même refuser encore dans son livre de 1907, L'évolution créatrice. Alors, s'ils n'y vont pas complètement, ni l'un ni l'autre, en fait, c'est aussi parce que l'époque voulait qu'il y ait... qu'on fasse de la philosophie bien détachée du spirituel. La philosophie précédente, la philosophie qu'on a pu trouver au médiéval ou avant, etc., elle était liée au spirituel. Le spirituel était dans sa chair. Et ça travaillait avec l'idée de Dieu. Dieu n'était pas remis en cause, on ne le mettait pas à distance pour réfléchir. Et puis à partir du moment où on est rentré dans le scientisme, en fait, dans le désir d'expliquer les choses de façon rationnelle, et c'est logique, hein, c'était une évolution logique, et bien là on a mis à distance le principe créateur. Et c'est à partir, on pourrait dire, de Kant, peut-être avant, je pense, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la philosophie. Ma philosophie est intuitive. Donc, voilà. Et donc, à un certain moment, ces deux philosophes, Schopenhauer au XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, donc met à distance l'idée d'un principe créateur, et Bergson au début du XXe, pareil, il est dans cette veine qui ne peuvent pas mélanger ça. Et maintenant, à mon avis, on est encore dans ce type de pensée. Hein. Faut pas se leurrer, la philosophie, elle a du mal à aller s'intéresser à l'idée d'un divin, parce que ça a été un peu trop connoté par les religions, justement. Donc on veut... Mais il y a peut-être, à mon sens, il y a un retour. En tout cas, moi, je marque dans la mécanique universelle ce retour de la philosophie avec l'idée qu'il y a un principe créateur à l'origine de la création. Pour évoquer ce dialogue souterrain entre deux philosophes qui ne se sont pas connus, mais Bergson avait lu Schopenhauer, j'accueille deux philosophes très au fait de ces questions. Bonjour Arnaud François. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Vous avez notamment publié en 2009 au PUF Bergson, Schopenhauer, Nietzsche, Volonté et Réalité. Et bonjour Ghislain Waterloo. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Genève. Vous ferez paraître bientôt une lecture critique du livre de Bergson de 1932, Les deux sources de la morale et de la religion. Il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et là peut se déployer la mesure de notre ignorance que vous évoquiez, et l'imagination peut tenter de l'évaluer. Et puis il y a ce qui est plus profond, ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et là, c'est véritablement l'imagination qui peut essayer de pénétrer dans ce continent inconnu, ce que le physicien Carlo Rovelli, dans une belle phrase, appelle l'océan de l'inconnu, dans lequel dorment les mystères du monde, la beauté du monde, dit-il, une stupéfiante beauté, c'est-à-dire ce que nous ne connaissons pas encore. Et Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination peut embrasser l'univers entier. Et c'est cette imagination qui se déploie, qui va petit à petit transformer nos connaissances et leur donner une nouvelle configuration provisoire que la recherche de demain changera
à nouveau. Voilà, alors ça, bien sûr, c'est fondamental, cette imagination. Elle est, la mécanique universelle, elle est basée que sur, c'est l'imagination en réalité. J'ai imaginé cette phrase il y a 23 ans maintenant, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, et à partir d'elle, j'ai dû aller chercher, comprendre tout, remonter tout le fil de la philosophie que je n'avais pas étudié, que j'ignorais totalement, mais j'ai remonté finalement toute l'histoire de la philosophie. Il a fallu que je me confronte à l'idée de bien et de mal. Si l'humanité va vers sa perfection, cette phrase qui avait jailli comme ça de mon imagination, si l'humanité est dirigée vers sa perfection, pourquoi il y a du mal sur la terre, qu'est-ce que c'est que cette différence entre le bien et le mal, qu'est-ce que c'est que l'amour, ce sentiment qu'on ressent, etc. Qu'est-ce que c'est que l'évolution des espèces, pourquoi il y a cette évolution, qu'est-ce que nous faisons poser dans cette aventure-là, pourquoi nous avons développé cette conscience qui nous rend capables d'expliquer ce monde, pourquoi nous sommes l'espèce qui est capable d'expliquer le monde, de l'éclairer, etc., etc. Et donc l'imagination, c'est elle qui est évidemment, elle est énorme, quoi, cette imagination. Et il sera important de comprendre qu'est-ce que c'est que cette imagination, parce que c'est la même qui a fait que les premiers penseurs spirituels ont imaginé ce qu'ils ont imaginé. Moïse, Jésus-Christ, Mahomet, etc., Bouddha, etc. C'est l'imagination qui va pousser à aller sortir quelque chose qui va... mais ça vient des imaginations précédentes, des imaginations tribales, des imaginations qui vont faire que des êtres humains vont donner du divin dans la nature, dans tel animal, prendre tel totem, etc. Tout ça, c'est l'imagination qui va créer toutes ces choses-là. Alors, il y a l'imagination qu'on peut ranger du côté du matérialisme, du côté de la science, et puis il y a l'imagination qui est du côté du spirituel, mais c'est la même. Elles conduisent à la même chose, et on ne doit pas en dégrader une plutôt que l'autre. Et justement, là, dans cette vidéo, on va voir que, dans cet audio, on va voir que le côté spirituel, l'imagination qui imagine du spirituel, eh ben, elle est encore elle est encore un peu sous-estimée à mon sens. France Culture, avec philosophie. Bon, on va... oui, je vais aller jusqu'au bout de l'émission. Vous venez d'entendre le chercheur en biologie Jean-Claude Amessen qui s'exprimait au Monde Festival 2019, affirmant que dans la science, il y a une pratique aussi liée à l'imagination. Il évoque, vous l'avez entendu, l'océan de l'inconnu. Je voudrais vous demander, Arnaud François, si la nature, dans sa totalité, est accessible à une faculté humaine, selon Schopenhauer, ou bien si elle demeure dans l'ignorance. Oui, alors merci pour cette question qui permet d'entrer bien dans le vif du sujet. Faculté humaine, en tout cas, il y a une expérience que nous avons, individuelle, qui est celle de notre propre volonté en nous, qui est corporelle, qui se manifeste dans nos actions. Et Schopenhauer propose de l'étendre par analogie. C'est le terme d'analogie qu'il utilise ici comme
définissant sa propre méthode. On peut se poser la question de savoir s'il est vraiment convaincant. En tout cas, il récupère les pouvoirs de l'imagination lui-même. On a souvent occulté cet aspect de la pensée de Schopenhauer, mais un jeune chercheur, Ugo Battini, montre précisément à quel point l'imagination est importante dans cette méthode analogique. Et on pourrait dire la même chose pour Bergson, qui propose lui aussi une certaine manière d'étendre une expérience que nous avons en nous à l'ensemble de la nature. Mais là-dessus, je ne veux pas déflorer le propos qui sera tenu par mon collègue. Restons quand même... Alors, ça, il y a deux choses là. D'abord, la bonté de la façon dont ils parlent, ces professeurs, ce respect mutuel. Je ne veux pas empiéter sur ce que va dire mon collègue, etc. Donc, de faire la place à tout le monde, de dire merci à Géraldine Moulman pour cette question, etc., etc. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très, très intéressant. Et d'autant que j'ai pas cette qualité. J'ai été élevé à des kilomètres de ce respect-là. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est évident. Alors que l'humanité, c'est fondamental, cette façon de communiquer, cette façon de se communiquer entre soi, c'est quelque chose qui est très important pour l'évolution de l'humanité. Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues, on va reprendre dans la foulée. Cette réflexion, voilà. Et donc, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt collectif, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours un lien en dessous, généralement, et vous pouvez envoyer l'adresse de l'espace vidéo à vos connaissances, à vos amis, qui sont susceptibles d'être intéressés par ce genre de pensée. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.